sous-marin dans ton bain. Pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus partie de cœur en l'air. D'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus de violon d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu.
Messieurs, dames, bien le bonjour à tous les amis, 16h45, pétante. J'espère que vous allez bien, que vous êtes plein badin, en pleine forme, au taquet. On est mardi, on a changé d'heure, ça y est, c'est l'hiver. Ça y est, c'est réglé. C'est réglé, Mariah Carey va nous sortir All I Want for Christmas Is You. Là, c'est une question de jour, on y est. Les magasins ont déjà installé les vitrines de Noël, on en a plein le fiac. On va passer d'Halloween à Noël, de la citrouille au Père Noël, de Roselyne Bachelot au Père Noël. Voilà, au Père Noël, j'en peux plus. Voilà, j'aime pas cette période. Octobre, novembre, ça m'emmerde. Je vous le dis tout de suite. Faudrait passer de septembre, t'as encore une ambiance caliente, mojito en terrasse, à décembre, fondu et les cadeaux et le foie gras. Vraiment, octobre, novembre, enlevons ces mois de merde. On fait une année à 10 mois. C'est bien 10, Zizou. Zidane, impeccable. Là t'arrives, il y a 2 mois, ils nous servent à rien en fait. Il fait gris, c'est chiant, les gens font la gueule, non. Enlevez-moi ces 2 mois de merde. Je vais lancer une pétition, octobre-novembre, ça dégage. Voilà le sujet, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, c'est un coup de gueule. Je commence cette émission avec un coup de gueule responsable, un coup de gueule engagé. C'est pas sur tous les médias qu'on entend ça. Et je prends mon risque, j'assume. J'assume pleinement ma position. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Il y a mon Karim CHO de Pierre qui est dans la place. On a qui d'autre? On a Cuire le cul qui est là. On a Olivier Mars 13. On a Éclat 15. On a tout le monde. Qu'une d'une 73. Il y a mon Babcom 5. Il y a tous les copains. Ils sont en forme, ils sont pleins badins, ils sont prêts à en découdre. Et ça, c'est important. Les amis, aujourd'hui, on a des beaux sujets. En plus, on va parler de trucs, tu vois. On va parler forcément le procès Brigitte Macron. On va y revenir rapidement. Je n'ai pas envie de faire 3 heures là-dessus, mais on va en parler. Les élections en Argentine, l'impérialisme américain en très grande forme. On y vient. Et le gros sujet aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin et du projet MKUltra en même temps. Tu vas voir, ça va être quelque chose. Alors on va parler de MKUltra aujourd'hui. Ouais. Quitte à être attaqué de complotisme, attaqué en complotisme, autant y aller plein gaz. C'est con de se faire insulter et de pas assumer l'étiquette. Donc on va y être. Là, on va y être. Donc on va parler un peu de littérature, vous savez, ça me fait plaisir. Et demain, je voulais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas envie finalement. Voilà, j'ai pas d'autre raison que ça. Demain, je vous parle de ce livre. Je vous l'annonce. Séquence Lettres et de vie demain dans le Juste Bistrot. Veillez sur elle, le Goncourt de l'année dernière, un chef-d'œuvre. Voilà, pas de suspense. Voilà, je vous le montre, je vous en parlerai demain parce que vraiment, je me suis régalé. Je me suis tabassé ça. C'était magnifique. Je vous en parle demain un peu plus en détail. Voilà. Antoine Job nous dit ça frise chez vous. Alors, je sais pas, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde... Voilà, déjà, tout simplement. Mon Karim CHO de Pierre qui dit tu as vu Alerte Générale, c'était vraiment pas terrible. Non, j'ai jeté un œil, mais voilà. Non, mais si, c'était sympa, bon vent, que tout le monde soit content. Je ne vais pas revenir là-dessus. Hein, pas toutes les semaines. Voilà. Je vais me faire chier dessus, mais pas toutes les semaines. Donc on va attendre. Non, plus tranquille, c'est bon, c'est réglé. Qu'une d'une 73 nous dit est-ce que tu as parlé hier de la plus grande nouvelle du week-end, les championnats du monde de la raclette? Alors là, non. Mais là, par contre, je vais faire une recherche. Là, je vais faire une recherche sur X pour trouver des vidéos. Vous me chauffez, vous me parlez de ça. Je suis obligé d'aller chercher du contenu. Ah ben voilà. Ça y est, j'ai un reportage de Ici, les nouveaux noms de France Bleu. Une fromagerie iséroise au championnat du monde de la raclette. C'est parti, on commence l'émission avec ça. C'est pas moi qui ai proposé. Oh putain, mais c'est en Suisse en plus. C'est mon grand-père qui est arrivé en 1919. Il ramassait le lait dans des bidons avec un cheval et une remorque. Et il revenait, il fabriquait ses fromages. Alors pour nous, c'est une vraie fierté d'être au championnat du monde de la raclette. On est surtout très heureux pour nos parents qui nous ont transmis leur outil de travail. Et vous diriez que c'est quoi le secret de la raclette de la fromagerie Baudet? C'est que la raclette qui vient de la façon de faire, la gestuelle, le savoir-faire des chefs. On fait une raclette grisée, dont on croûte grise naturelle, on la frotte au vin blanc de Savoie. Et on est fiers de notre fromage, on se régale quand on la mange. Et en tant qu'Isérois, on a ses chances au championnat du monde de la raclette, parce que c'est vrai qu'on pense plutôt à la Savoie, on pense aux Suisses. Ils nous laissent une petite place quand même, c'est gentil à eux. Et oui, l'Isère a toutes ses chances aussi, parce que nous on fait avec du vin blanc de Savoie, alors du coup on n'est pas trop chauvin, et on y va, et on est fiers de ce qu'on fait, donc on va gagner.
Oh putain, championnat du monde de la raclette. C'est où ça? Je vais prendre des places, attendez. Championnat du monde de la raclette. Championnat du monde raclette 2025. Faut que je prenne des tickets. Attends, regarde. Du 24 au 26 octobre. Hein? À mon avis, il n'y a plus de place, à mon avis, pour cette affaire. Ah merde. Ah, c'est passé en fait. À la tuile. À la tuilasse. Ah, j'arrive trop tard. J'arrive trop tard. Ah merde. Ah oui, c'est passé en fait. Il y a Radio Chablais qui nous informe sur le sujet. Un succès pour la 2e édition des championnats du monde de la raclette. Comment j'ai pu rater ça, bordel? Le meilleur fromage à raclette d'alpage au lait cru du monde est revenu à l'alpage de la cave du sexe. SCEX, je sais pas comment on prononce. De Crans-Montana devant l'alpage des Beauchasses de Trois-Torrents. Oh là là, j'ai raté ça, putain. Regardez, t'as tout le classement. Et là, c'est intéressant. Raclette au lait de chèvre, c'est la fromagerie Baudet qui l'a emporté. On vient de voir le reportage. Bravo à eux, on les embrasse. Voilà, là. Raclette au lait de brebis, ça doit être bon, ça. Ça doit être bon, ça. Oh là 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 là, terrible. Les crus de vache. Ah, magnifique. Ah, ça, c'est de l'information. Ça, c'est de l'information. Je savais même pas, putain, je suis dégoûté. J'ai raté cet événement. Cet événement, c'est pas grave. On sera là. On sera là l'année prochaine, on sera en rendez-vous. Reportage inside sur place. Évidemment, il y a mon Karim CHU Haute-Pierre qui lance un vrai débat. Et il a compris qu'on était dans une émission d'information, une émission de réflexion, une émission où on ose tous les sujets. Mon Karim CHU Haute-Pierre qui dit raclette fondue, le grand débat. Alors, je vais être très clair avec vous. Et là, je vais prendre des positions. Parce qu'après ces histoires de MK Ultra et compagnie, c'est de la merde. Fondue. La fondue, ça enterre la raclette. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis, la fondue, ça met une danse à la raclette. Ça met 6-2, 6-3 au deuxième set. Voilà, je sais et j'assume le risque de ma déclaration. Je sais que ça va déranger. Je sais que ça va faire parler. De toute façon, il n'y a plus d'émissions desquelles on pourra me virer. Donc, non. Fondue. J'assume mon risque. Fondue, ça déboîte. Fondue, ça déboîte. Parce que raclette, non, déjà, c'est emmerdant. C'est fondu, en fait. Avec le vin blanc, là. J'ai goûté ce week-end. Ce week-end, je suis allé me promener du côté de Gruyère, donc c'est un bled en Suisse, hein, avec un S pour le coup. J'ai mangé dans un restaurant, je leur fais de la pub volontiers parce que le patron, il était sympa comme tout. Je me suis régalé. Ça s'appelle la... Merde. Ça s'appelle... La Croix de Lys à Gruyère. Et vraiment un immense bravo. J'ai mangé une fondue échalote piment. Oh. Tu vois, je regrette pas d'être gros dans ces moments-là. Je me dis, ça me fait une unité de stockage plus importante et je regrette aucunement. Il n'y a pas d'autre mot, je l'ai déchiré la fondue. Je te le dis tout de suite, il m'a arrêté, j'attaquais le caclan. Donc de toute façon, c'était pas compliqué que ça. Alors je sens que voilà, je savais que ça allait déranger. Je savais que, autant je vais parler d'MK Ultra, tout le monde s'en fout complètement. Mais alors là, voilà, dans les commentaires, hein, ça me sort du débat. Hein. On a Éclat 15 qui dit jamais de la vie, raclette en force. La Girafe 84. J'aime bien les deux, fondue et raclette. Non, la Girafe 84, il faut alterner. Raclette, fondue, tartiflette, ça c'est pas mal. Qu'une Dune 73 qui dit tu es un bleu dans le domaine. Par rapport au fromage, j'aime l'humour. Une bonne raclette du Val-de-Bagne, c'est énorme. Mon Karim qui dit arrête Rémi, tu me donnes envie. Perso, c'est raclette pour Olivier Mars 13. Hervéro qui dit 2 ans de mariage aujourd'hui, tu viens de foutre le bordel. Moi fondue, madame raclette. Ah non, mais Angry Van Horseman, oh my god, je résilie tous mes contrats avec toi, vive la raclette. Putain, non, mais tu vois, il y a des sujets, faut pas y aller. Autant Israël-Palestine, tu peux passer un bon moment, mais alors raclette fondue. Non, mais sérieux. Je suis désolé, fondue. Non, raclette, c'est un. Fondue, c'est super. Non, voilà. C'est un vrai débat. On va faire le sondage. Vous le savez, l'Institut de sondage juste milieu. On va poser les questions qui fâchent. On n'a pas peur. On dit des vrais trucs chez nous. On a une cible sur le cul. Raclette fondue. Voilà, raclette ou fondue. Voilà. Je pose la question. Raclette, réponse 1. Fondue, réponse 2. Vous avez 5 minutes. C'est le sondage Twitch qui vient d'ouvrir. On y va. J'ai peur que les rois de la fondue soient en minorité. Mais on est ensemble. Et tous ensemble, on va renverser ces fascistes de la raclette. Voilà, donc là, on prend une branlée. Ouais, voilà. 86% contre... Ah, 79-21.
Allez, tout le monde vote fondu ou j'arrête l'émission. comment on truque un sondage? C'est pas si compliqué. Ouais, non, je crois qu'on va prendre une danse. Hein. Ouais. Non, mais ça c'est normal, les gens n'ont pas de goût. Là, pour l'instant, 63% raclette, 38 fondu. 61-39, ouais, à mon avis, ça s'équilibre un peu, mais 60-40, 61-39, à mon avis, on a perdu. Bon, bah voilà, bonne soirée. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents sont dehors en attendant les moments de... Putain, je pensais que ça allait faire inverser les résultats. Putain, vous êtes vraiment des vilains. Bon, bah la raclette va l'emporter, voilà. La raclette va l'emporter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 61-39, bon bah voilà, on passe à autre chose. Hein. Est-ce que c'est... Oh, on a une émission d'actualité, on n'est pas là pour parler fromage. Ça suffit maintenant. Alors, hein? Ouais, je pensais qu'on allait gagner, putain. Je suis un peu dégoûté. Non, mais en plus, j'aime bien les deux, voilà. Vous savez, moi, je suis le Manuel Valls du fromage. C'est que s'il faut aimer la raclette, j'aime la raclette. S'il faut aimer le roquefort, j'aime le roquefort. Il n'y a pas de problème. Vous savez, moi pour un Babybel, je suce n'importe qui. Non, arrête. Oh, vous voyez ce que vous me faites dire? C'est fou, ça. Allez, on y va. Dans l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité va vite. L'actualité circule. Et en parlant de fromage, parce que c'est vrai qu'il a quand même le QI d'une meule, je voulais vous parler de Bernard Guetta. Bernard Guetta, donc qui est, on ne le dira jamais assez, le frérot, si je dis pas de conneries, de David Guetta, le DJ, hein, et de Jean-Michel Guetta, qui est observateur. Guetta, c'est pas la meilleure. Mais je crois que c'est le frérot. Hein, non, c'est le demi-frère par son père de David Guetta, le disque jockey. Et donc Bernard Guetta, lui, pour sa part, il est député européen du groupe Renaissance. Donc c'est un macroniste jusqu'à l'os à moelle. Et dans Libération, il nous a offert une analyse. Je me suis dit, il faut que j'en parle aux copains. Je peux pas passer à côté de ça. Il y a des choses, parfois, tu peux pas faire le tour. Tu vois, il y avait cette analyse et Roselyne Bachelot. Tu peux pas passer à côté. Et Russie-Ukraine. Bernard Guetta nous ramène Russie-Ukraine. C'était dans Libération d'aujourd'hui, page 4. Je vais vous montrer l'article, que vous ayez des preuves, des sources, parce qu'ici, on est des fact-checkers, les fact-checkers du bonheur, évidemment. C'est cet article. Si j'étais Poutine, je m'inquiéterais. Regardez. Avec le chapeau, avec une croissance économique qui recule, des troupes armées qui ne parviennent pas à avancer en Ukraine et un Trump humilié puisqu'il n'a pas suivi ses conseils pour un retour à la paix, rien ne va ni dans le paysage ni sur le terrain pour le chef du Kremlin. Alors, évidemment, vous connaissez la petite musique, Vladimir Poutine a 14 maladies orphelines, 32 AVC, 4 cancers du cul, enfin vraiment, Poutine, ça fait 2 ans, il doit mourir dans 2 jours. Donc voilà, vraiment, son carnet de santé, c'est l'encyclopédie d'Alembert, enfin vraiment, il va mourir. Peut-être est-il déjà mort en vérité. Peut-être il a empaillé Poutine, on ne sait pas. Si, il va pas bien, en tout cas. Voilà. Dites-vous qu'il ne va pas bien. Et donc, Bernard Guetta, dans cette veine-là, nous dit, en fait, le probs, c'est clairement la Russie, ils sont affaiblis. Voilà. Les Américains négocient avec eux pour sauver encore ce qui reste de l'Ukraine, mais la Russie a perdu. C'est bien connu. Bon. Après, voilà, je ne suis pas géopolitologue, donc je ne peux pas... Voilà. Mais on a quand même Bernard Guetta qui nous fait vivre un grand moment. Nous fait vivre un grand moment d'analyse géostratégique, d'analyse militaire. Je ne suis pas un expert, mais celle-là, je peux quand même deviner que c'est de la merde. Je vais vous lire un passage de l'article. C'est bluffant, et c'est ce qu'on aime. Et c'est l'analyse qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on va le chercher, notre nanar Guetta, qui nous dit... Alors écoutez bien, voilà, c'est la fin de la première colonne de gauche. Les cartes disent tout. Il y aura bientôt 4 ans que les troupes russes sont entrées en Ukraine, mais entre la ligne de front et les régions dont Vladimir Poutine avait déjà pris le contrôle avant 2022, sous couvert de mouvements séparatistes pro-russes, la différence ne tient qu'à un trait rouge, pas plus épais que la mine qui le trace. Les troupes du Kremlin ne reculent plus, mais elles n'avancent pas non plus. La Russie n'a pas su opérer une seule percée territoriale malgré son avantage en armes et en hommes. Ces navires ont dû se réfugier dans leur port d'attache, faute de pouvoir faire face aux drones de la marine ukrainienne. Alors, Bernard Guetta, Nanar Guetta nous écrit ça, et tu te dis, Nanar, pose-toi 2 minutes, tu vas voir, la réponse, elle est pas si compliquée. Vraiment, tu peux peut-être parvenir à te rendre compte par toi-même
comme un grand, mon nanar, comme un grand, que si la Russie ne recule pas et qu'elle n'avance pas, c'est peut-être parce qu'elle a atteint ses objectifs et qu'elle n'a pas besoin d'avancer davantage, comme nous disent les Russes depuis le début, hein, malgré la propagande occidentale qui nous explique que l'objectif de Poutine depuis le début est d'aller conquérir La Rochelle. On le savait, hein, Poutine rêve de faire dodo à Fort Boyard, c'est connu. Hein, donc Nanar Guetta, ce qui est formidable, c'est qu'il est tellement empêtré dans la propagande des médias français qu'il ne se rend même pas compte que son analyse invalide complètement cette propagande, qui depuis le début nous explique que l'objectif de Poutine, c'est globalement de conquérir la planète Terre et de prendre un petit bout de Saturne, tout là-haut. Donc ça, hein, voilà, c'est pour ça, c'est du cinéma. Silence, Saturne. Moi j'aime bien, faut pas juger. Et donc Nanar, c'est là où c'est brillant. Il est tellement matrixé, comme disent les jeunes, il est tellement empêtré dans les mensonges des médias occidentaux que le mec a fini par y croire et ne se rend pas compte qu'en expliquant que si la Russie ne bouge plus, c'est peut-être parce qu'elle a atteint ses objectifs. Et que peut-être que non, Poutine n'envisage pas d'aller passer ses vacances au camping de Châteauroux. Non, peut-être que ça n'ira pas plus loin. On a aussi le droit de croire le vilain du film quand il nous dit quelque chose. Que vous détestiez Poutine, c'est une chose, mais peut-être qu'il a dit vrai en disant qu'il voulait simplement récupérer les territoires russophones. Ce qui peut être scandaleux, ce qui peut être jugé comme un scandale. C'est pas le sujet. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous avez raconté, les médias occidentaux ont raconté tous les jours que le but de Poutine, c'était de conquérir la planète Terre. Ben peut-être pas. Peut-être que vous avez menti. Et donc Nanar Guetta, j'ai adoré sa tribune parce que il est à deux doigts de se rendre compte que il nous a, qu'il a gobé toutes les conneries du siècle. Donc j'ai trouvé ça bluffant. Je voulais vous le partager, évidemment. Il y a mon Louis7592 dans le chat qui dit « Les Russes ne veulent pas prendre Odessa aussi, ça fait partie de la petite Russie d'après les Russes. » Non, alors peut-être qu'effectivement il y a quelques avancées envisageables, mais au bout du compte, quand on met à plat toute la propagande qui nous a été servie dans les médias occidentaux, en fait, on se rend bien compte que ce qui avance et ce qui recule, ce sont aussi leurs conneries. C'est-à-dire, on est passé de la Russie va se faire balayer en une demi-heure, à finalement, ils sont trop forts, ils vont envahir la planète, et aujourd'hui, ils bougent pas, mais en fait, c'est quand même problématique. Donc, c'est-à-dire que, quoi que fassent les Russes, il y a toujours, et c'est la grande force de la propagande, les médias ont toujours cette capacité à l'interpréter sous un angle péjoratif. C'est-à-dire que quand les Russes attaquaient, c'était un scandale parce qu'ils allaient envahir la planète Terre. Quand ils n'attaquent pas, on dit parce qu'en fait c'est parce que les Ukrainiens sont plus forts qu'eux, les Russes sont des brêles. Et quand ils font rien, on dit en fait ils font rien parce qu'ils sont capables de rien faire. C'est-à-dire quoi que fassent les Russes, il y a un problème. Donc c'est ce que je trouve assez bluffant quand même sur cette affaire-là. On a un autre truc de Libération, mais ça, je vous le lirai demain. Il y a une autre petite pépite et je veux en profiter. Je veux consacrer 10 minutes à cette pépite demain. Vous allez voir, on a une belle émission aussi demain. Alors aujourd'hui, elle est belle. Hein. Aujourd'hui, attention. Mais demain, ouais. Puis demain, je vais avoir du gaz parce que je pense que je vais manger des chocos Trésor au petit-déj. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. D'une 73 qui dit c'est pas peut-être, c'est certain. Idriss a fait un débat hier sur les terres rares qui sont pile poil à l'endroit où Poutine a posé son drapeau. Effectivement, il y a en plus de tous ces enjeux d'approvisionnement en terres rares notamment qui rentrent en ligne de compte. On est d'accord là-dessus. Et mon FC qui dit la connerie n'a pas de limite. Mon petit Rémi. Voilà, putain, il m'a parlé comme gamin, comme ça. Ah, mon petit Rémi. Toi, t'as pas connu le monde d'avant, mon petit Rémi. T'as pas connu les Malbiches, t'as pas connu l'autoroute du soleil, t'as pas connu le maréchal Pétain, t'as pas connu Jauny à ses débuts, putain. Oh les filles, putain. Ça, c'était la belle époque. Merci à Monsieur Eknar pour le subprime. C'est un tout nouveau subprime, donc c'est un nouveau dans la famille, le gars. Tout le monde lui dit bonjour monsieur. C'est normal, il a mis monsieur dans son pseudo, vous lui devez le respect. C'est un nouveau dans la famille. Hop. Et je vois Olivier Mars 13 qui m'a grillé, qui dit t'as oublié l'effet noir et blanc. C'est vrai que je l'avais configuré et en fait ça marche plus. J'avais réussi. Il se fout de ma gueule derrière. Oh. Attends, non mais je te jure j'avais réussi, merde. Voilà, c'est ça. Regarde, là ça marche, regarde. Ouais. Je suis pas le dernier loupiote de la brochetelle, hein. Voilà. Hein, il va se calmer, le genou. Tu retournes à ton rap et à tes bancs d'école, hein, à fumer le hashish avec tes copains clochards. Et belle après-midi. J'ai belle après-midi, toi.
Et merci à Logan 1576 également pour le subprime. Merci les amis. On enchaîne. Un autre sujet qui est chaud aujourd'hui, qui est hot, c'est le procès Brigitte Macron. Le procès Brigitte Macron, vous avez suivi, nouveau procès de Brigitte Macron qui poursuit désormais 10 bonhommes, dont Aurélien Poisson-Atlan qui est derrière Zoé Sagan, dont Bertrand Scholler qu'on salue et avec qui on a le bonheur de travailler dans le banquet régulièrement. Soutien à tous ces gens-là, évidemment, parce que avant la question de Brigitte Macron a-t-elle un braquemar qui pourrait remplir l'estuaire de Toulon, avant cette question-là, je considère que c'est une question de liberté d'expression, on y revient. Donc, soutien évidemment à toutes les personnes qui sont poursuivies, Amandine Roy également. Soutien à toutes ces personnes-là. Je considère que c'est une question de liberté d'expression avant d'être un soupçon sur le couple Macron. Ce procès, on va essayer de décortiquer ça rapidement parce que j'ai pas envie de faire 8 heures, honnêtement. Les affaires Brigitte Macron, c'est sympa comme tout, mais pour commencer par la conclusion, je pense sincèrement que ce procès est un coup d'épée dans l'eau qui sert d'autres enjeux sur un agenda bien plus politique. J'y viens dans quelques instants. Et comme on l'avait vu d'ailleurs avec les 2 femmes précédemment poursuivies, dont Amandine Roy, si je dis pas de conneries, elles n'avaient pas été condamnées. Donc je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau qui permet de remettre un petit coup vis-à-vis de l'opinion publique en disant mon Dieu, vous avez vu ces affreux complotistes, sauf que à force de crier au complotisme, ça va créer ce qu'on appelle un effet Streisand, c'est-à-dire, pour la petite anecdote, je crois que c'était la chanteuse Barbara Streisand, chanteuse ou actrice d'ailleurs, toujours un doute, en tout cas l'américaine Barbara Streisand, qui à un moment donné ne voulait pas que des photos de sa baraque, si je dis pas de conneries, soient publiées dans les médias. Et Barbara Streisand avait porté plainte alors qu'au départ tout le monde s'en foutait de cette affaire, et le fait qu'elle porte plainte avait porté les photos à la connaissance du grand public. Et c'est ce qu'on appelle un effet Streisand, quand vous voulez cacher quelque chose et que les actions que vous mettez en place pour cacher quelque chose contribuent à visibiliser lesdites choses. Elle est pas belle ma définition ? Vous m'appelez le petit Robert. J'ai une vanne qui est horrible, mais je vais pas la faire avec le petit Robert. C'est pas grave, parce qu'il faut se censurer aujourd'hui. On sait plus où on en est. Je pense que le couple Macron a bien compris qu'il y avait ce danger d'effet Streisand, mais ils insistent bien sur ce côté harcèlement, machin, ce qui d'ailleurs n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est la fille de Brigitte Macron qui s'est présentée au procès, parce qu'à un moment donné, comme le dit si bien l'expression, il faut mettre ses couilles sur la table. Je veux dire, on rappelle que le couple Macron poursuit aux États-Unis, notamment Candace Owens, pour des faits de harcèlement, diffamation et compagnie. Les avocats du couple Macron ont dit qu'ils allaient fournir des preuves scientifiques. Mais regardez où on en est pour quelque chose qui, depuis l'éclatement de cette rumeur, on nous dit « Ouais, mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est du complotisme. » Ça fait 7 ans qu'il y a des procès, de appels, de machin, de bidule, pour un truc où on nous dit « Mais c'est évident que c'est du complotisme. » Si c'est évident, à un moment donné, apportez des preuves. Et à la rigueur, vous connaissez mon point de vue là-dessus, moi, cette affaire-là, c'est pour ça que je ne veux pas faire 253 vidéos et couvrir le procès, c'est que je considère que c'est en soi un écran de fumée. Je ne change pas d'un iota là-dessus. Je considère que pendant qu'on parle de la potentielle teub de Jean-Michel, on ne parle pas du détournement de mineurs dont a été victime Emmanuel Macron. Et ça me pose problème. Parce que, paradoxalement, et je sais que ça peut sembler curieux, c'est une forme de normalisation de la pédocriminalité que d'oublier que le couple Macron est d'abord le fruit d'un détournement de mineurs. Que Brigitte Macron soit un homme, une femme ou un pied de table, il y a un détournement de mineurs car Emmanuel Macron avait 14 ans. Et ça, je signe et je persiste. Donc au bout d'un moment, je pense que même nous, sphère alternative, nous devons comprendre, je ne vais pas donner de leçon à personne, c'est que mon point de vue, qu'on soit d'accord. Je pense qu'il est important de ne pas oublier que le premier problème, selon moi, c'est le détournement de mineurs. Et que d'une certaine manière, on devient complice de la normalisation du couple Macron avec cette histoire de potentiel teub. Et à un moment donné, ça suffit. Je veux dire, les Macron gagnent du temps et les médias mainstream sont évidemment complices du couple Macron pour en faire des tonnes et des surtonnes sur cette histoire de potentiel teub. Et à cela, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, je sais que certains vont me dire « Oui, mais en fait, Rémi, faut prouver que Brigitte Macron est un homme parce qu'ils ont menti au peuple français. » Oui, mais merci les gars. Mais prouver une évidence, ça ne nous avance pas. Ça ne change pas le goût de la soupe. On en a déjà parlé plusieurs fois. On va prouver que Macron a menti au
au peuple français. Oui, mais merci. Mais en fait, Macron est un mensonge. Macron est une supercherie. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Le système médiatico-politique a fabriqué Emmanuel Macron. Et plus largement, le couple Macron. C'est une fabrication où on a fait gober à des millions de Français ce qui nous semble inenvisageable dans notre propre vie. Demain, votre fille ou votre fils de 14 ans ou un gosse de votre entourage de 14 ans vous explique qu'il se tape son prof ou sa prof de français, vous sortez le fusil. Parce que, c'est une expression, évidemment. En tout cas, vous ne le tolérez pas. Voilà, pour rester correct. Vous ne le tolérez pas. Parce qu'on n'imagine pas un gosse de son entourage se taper son prof ou sa prof. Et pour moi, le problème est là, et il a toujours été là. Et à un moment donné, de faire 59 vidéos sans preuves supplémentaires, en rentrant dans la dynamique du couple Macron qui mène la danse. En vérité, aujourd'hui, ce sont eux qui mènent la danse. De procès, en peut-être, en je sais pas quoi, ce sont eux qui donnent le rythme. Eh bien, on ne met pas notre énergie à lutter contre la pédocriminalité et contre ce couple Macron qui contribue à la normalisation de la pédocriminalité. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça a toujours été ça qui m'a gonflé. J'entends bien le fait qu'on veuille prouver que Brigitte Macron soit un homme ou une femme, mais pensez au jour d'après. Pensez au jour d'après. Admettons. Demain, vraiment j'imagine une situation. Demain, Brigitte Macron arrive à la télé, tu vois, en direct sur Poutre Hebdo. Je suis un homme. Ok. Il se passe quoi? Imaginez ce scénario où Brigitte Macron avoue tout. Qu'elle est un homme. Donc elle s'en sert en plus pour se victimiser, pour renverser l'opinion publique en disant « Mon Dieu, j'ai été victime. Mon Dieu, il faut défendre les transsexuels et compagnie. » Donc en plus, on a un petit retournement de propagande qui fait qu'elle arrive à s'en sortir encore par le haut. On se sera battu pendant des années pour révéler quelque chose qui ne change rien. On va prouver que Macron a menti aux Français, que le couple Macron a menti aux Français. Mais depuis le début, le patrimoine de Macron dès le départ, c'était n'importe quoi. Je rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron déclarait un patrimoine plus faible que Jean Lassalle. Emmanuel Macron, c'est un banquier d'affaires chez Rothschild. Donc le système médiatico-politique a fabriqué le couple Macron et aujourd'hui nous sommes pendus aux lèvres, si j'ose dire, de Brigitte Macron. Donc on voit bien qu'on ne devient pas sérieux. Même nous ne sommes plus sérieux en espérant la preuve d'une évidence. On espère prouver ce que tout le monde sait déjà. Donc pour moi, je considère qu'on devrait mettre notre énergie dans le fait de parler, marteler le fait que ce couple Macron soit le résultat d'un délit. Et détournement de mineurs, oui, détournement de mineurs, c'est un délit malheureusement, c'est pas un crime. Donc c'est ça qui me scandalise. C'est ça qui me scandalise à un moment donné. Bref, retour à ce procès pour en parler un petit peu. BFM TV nous a fait une petite séquence qui résume le bazar. À partir de ce lundi 27 octobre pour cyberharcèlement sexiste contre Brigitte Macron. Ils sont élus enseignants, médiums ou encore informaticiens. Au total, 8 hommes et 2 femmes âgés de 41 à 60 ans sont jugés ce 27 et 28 octobre. Ils sont soupçonnés d'avoir tenu des propos malveillants sur le genre, la sexualité de Brigitte Macron, assimilant la différence d'âge entre elle et son mari à de la pédophilie ou encore en affirmant que la première dame est une femme transgenre. Parmi eux, le publicitaire Aurélien Poisson-Atlan, plus connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan sur les réseaux sociaux, ou encore la médium journaliste et lanceuse d'alerte Delphine J, connue sous le pseudo d'Amandine Roy. L'enquête pour cyberharcèlement a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne après la plainte de Brigitte Macron déposée le 27 août 2024. Les accusés encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Voilà, donc ça c'est pour le résumé du procès. Parmi les autres personnes poursuivies, il y a Bertrand Scholler, je le redis, soutien à Bertrand évidemment, parce que bon, voilà, en plus on a bossé avec lui, en plus je le connais, donc c'est toujours emmerdant. Et c'est là où cette affaire peut sembler curieuse, alors on va pas hurler au loup, mais une fois de plus, le timing est quand même rigolo. The timing is funny, el tiempo es rigolo. Ça tombe bien parce que ce procès d'harcèlement en ligne de je ne sais quoi tombe au moment où Emmanuel Macron envisage une grande réflexion sur les réseaux sociaux. Regardez ce que nous dit RMC ce matin.
Risque d'ingérence étrangère dès les élections municipales en mars prochain et surtout pour l'élection présidentielle en 2027. Alors Emmanuel Macron enchaîne les rencontres aujourd'hui et demain avec des chercheurs, des élus, des intellectuels. L'objectif, trouver des moyens pour lutter contre la déstructuration du débat public et de la démocratie selon l'Élysée. Comprendre le rôle des algorithmes de l'intelligence artificielle pendant les campagnes électorales. La Roumanie et la Moldavie en ont été victimes ces derniers mois avec des forts soupçons d'ingérence russe. Une manière pour le président de la République de mettre sur la table un débat de société dans le pays alors que ses marges de manœuvre, la République pointe le risque d'ingérence. Vous voyez donc en plus à ce moment bien précis où Emmanuel Macron envisage une grande réflexion, il envisage là de convoquer des intellectuels, des chercheurs et compagnie pour parler de la liberté d'expression en ligne. Regardez encore Aurore Berger, la précieuse ridicule, qui était sur France Info ce matin et qui nous a dit ceci. Justement dans cette réunion, je pense importante parce que je pense qu'elle nous concerne tous. Elle concerne nos enfants, nos adolescents, nos familles. Elle concerne la manière avec laquelle on doit agir et réagir. Quand on parle de majorité numérique, par exemple, quand on dit qu'avant 15 ans, on ne devrait pas avoir accès aux réseaux sociaux, ça veut dire quoi? C'est pas une atteinte à la liberté de nos enfants, nos adolescents, c'est la nécessité de les protéger. Moi, j'ai la responsabilité de la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations. Tous les jours, malheureusement, on a des millions et des millions de contenus qui sont partagés et qui sont des contenus racistes, des contenus antisémites, des contenus sexistes, des contenus qui atteignent l'honneur des personnes. C'est pour ça que j'avais convoqué les réseaux sociaux et les plateformes pour les mettre face à leurs responsabilités et leur dire des choses très simples. Soit ils font le ménage, soit alors on changera la règle du jeu parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays ne soit pas à l'avant-garde. On doit et on a les moyens d'être à l'avant-garde sur ces questions. Donc voilà, c'est Aurore Berger qui nous dit ça. Alors je le rappelle, Aurore Berger qui est à la politique française, ce que le tacos cordon bleu merguez est à la gastronomie. Et donc, elle déboule et tu vois... Fenêtre médiatique, on en a déjà parlé 1000 fois, cette succession de fenêtres médiatiques où on va attirer l'attention des Français avec ce qui peut sembler être des sous-sujets ou des sujets qui ne sont pas forcément de première importance, mais on a un timing qui à chaque fois est cohérent. C'est-à-dire que cette affaire Brigitte Macron, je veux dire, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il y a plein de gens qui déboulent en disant « elle a quand même la gueule de Patrick Juvet, on a le droit de se poser des questions ». Et là, il y a un procès, pour le coup, le procès qui était prévu, la date était calée, ça, c'est pas Macron qui décide de la date. Mais à ce moment-là où il y a un procès qui, je vais pas trop m'avancer, je suis dans le pronostic, donc autant je vais vous dire des conneries, mais je considère que, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de condamnation dans ce procès, comme c'était le cas lors d'un précédent procès, et qu'on fait toute cette bulle médiatique pour pousser un autre sujet. C'est-à-dire... mais c'est assez classique, si vous voulez. Quand vous avez des incendies importants, quand vous avez de grands feux de forêt, c'est plus facile de faire accepter à l'opinion publique l'importance d'acheter des Canadair. Vous voyez le parallèle. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Tu fais un procès avec la première dame. Moi, je pense par exemple aux anciens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas habitués à ce genre de polémique. Ils regardent BFM TV, on leur dit « la première dame est harcelée par des gens qui pensent qu'elle a un magnifique chibre ». Bon, nos anciens, les gens qui s'en foutent un peu de ce genre de polémique se disent effectivement, il y a des tarés en ligne qui disent ce genre de truc, c'est un scandale. Et là, ils voient Aurore Berger qui déboule avec les lunettes de Jean-Pierre Coff et qui nous explique que, en fait, la liberté d'expression, c'est pas bien parce que la fausse information, la rumeur, le nazisme, tu vois. Donc, c'est là où on peut parler de... J'en lance mon stylo. C'est là où on peut parler de fenêtres, en fait, de fenêtres médiatiques où on capte l'attention des gens et on ouvre une porte avec un sujet connexe et on fait rentrer n'importe quoi. Ou en tout cas, on fait rentrer, la plupart du temps, un recul des libertés individuelles. Donc, méfions-nous avec cette affaire Brigitte Macron. Je pense, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, et c'est l'idée du débat, bien sûr, je pense que ça devient un écran de fumée. Et que le pouvoir en place, la Macronie en premier lieu, tous ces braves gens ont bien compris qu'il y avait un coup à jouer là-dessus pour faire passer quelque chose de beaucoup plus grand. Et qu'ils allaient jouer de la teub de Jean-Michel, si j'ose dire, pour faire passer autre chose. Ils allaient instrumentaliser cette affaire. Parce que, en vérité, et ça me peine de vous dire ça, ça me double peine même en vérité, mais je pense qu'ils en ont absolument rien à foutre. La Macronie a tellement fait gober n'importe quoi au peuple français. Ils ont tellement massacré nos libertés. Ils ont tellement retourné nos cerveaux avec une propagande hors du commun que franchement, la teub de Brigitte, je pense qu'ils en ont absolument rien à foutre. Les mecs ont fait gober à des millions de Français. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui me semble le plus important. Ils ont fait gober à des millions de Français
qu'un couple de 14 et 39 ans, c'était possible. Femme, homme, 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 poulet, épagnol breton, ils ont fait gober ça à des millions de Français et ils ont dit c'est une love story et ils nous l'ont vendu comme un paquet de lessive en 2017. Donc à partir de là, est-ce que vous pensez franchement que cette rumeur de tub fait peur au couple Macron ? C'est-à-dire, ils ont dupé des millions de Français, ils ont manipulé des élections, pas au sens des votes, et encore qu'il y a un doute légitime là-dessus, notamment sur 2022, mais je ne m'avancerai pas plus parce que je n'ai pas d'éléments, donc c'est qu'une simple suspicion que je ne relayerai pas davantage, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont manipulé des élections en 2017 avec Emmanuel Macron qui est un candidat fabriqué. L'élection a été manipulée au sens où tout un système médiatico-politique s'est articulé autour d'un mec que personne ne connaissait un an avant. Donc, du jour au lendemain, c'était Mozart de la finance, c'était Jupiter, c'était le président philosophe. Pour moi, l'élection a été manipulée de cette manière-là, en termes de propagande pour pousser le candidat Macron. Donc, à partir de là, est-ce que vous pensez franchement que le couple Macron en a quelque chose à branler de cette rumeur ? Je ne parviens pas à y croire. Et les gens qui ont fabriqué Macron, c'est pareil. Ces gens-là, enfin, revenons à la base. Les gens qui ont fabriqué Macron sont des milliardaires qui détiennent les médias. Donc, c'est cynique ce que je vais vous dire, c'est cruel. Mais je pense que c'est lucide. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué Macron. Aujourd'hui, si la rumeur Brigitte sort dans les médias mainstream, ces mêmes médias qui ont fabriqué Macron, c'est que si ça sort, c'est pour une bonne raison. Ils sont capables d'étouffer n'importe quelle affaire. Rappelez-vous en 2016, quand Emmanuel Macron est encore ministre de l'économie et qu'une rumeur bruise dans le tout Paris qu'il se taperait Mathieu Gallet, Ricochet, qui était l'ancien PDG de Radio France. À ce moment-là, la rumeur sort, ça vient sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron, qui a fait la connaissance de Mimi Marchand par l'entremise de Xavier Niel, Mimi Marchand lui dit « T'inquiète, je vais éteindre la rumeur ». Et on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, c'est pour ça que cette affaire Brigitte Macron, à un moment donné, ça commence vraiment à me les briser, pour pas dire autre chose, qu'on fasse 10 millions de vidéos là-dessus. Et les mêmes gens qui font ces vidéos vous expliquent dans d'autres vidéos que le système médiatico-politique nous dupe, le système médiatico-politique est capable de nous tromper en permanence. Donc, si c'est le cas, et que l'affaire Brigitte Macron sort dans les médias mainstream, c'est pour une bonne raison. Soyez logiques. Soyons logiques, en tout cas. Donc, c'est ça qui m'emmerde. Et là, on en fait des tonnes, et ça devient beaucoup trop, ça devient ridicule. On devient, d'une certaine manière, on devient l'objet de nos propres craintes. Si tu veux. On a perdu la lucidité de se dire, ils nous ont manipulés jusqu'à présent, mais là, ils parlent de l'affaire Brigitte Macron, donc c'est sérieux. Ah non, s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Et curieusement, Macron réfléchit sur la liberté d'expression, la censure des réseaux sociaux, à la veille des municipales de 2026. Je peine à y voir du hasard. Voilà, en tout cas, c'est mon avis là-dessus. Les copains, et la transition est toute trouvée parce que, tu vois, manipulation des esprits, propagande, hop, MK Ultra. Putain, non mais c'est une émission, moi j'aimerais bien la regarder. Elle a l'air super. Franchement, cette émission, j'aimerais beaucoup la regarder. Vous avez de la chance en vérité. À part mon rasage, on dirait pas j'ai du chocolat sur la gueule. Je me suis mal rasé, tiens. J'ai une nouvelle tondeuse à barbe. Bon, déjà, j'ai pas de barbe. En vérité, j'ai du poil de cul de hérisson. Ma barbe, c'est de la merde. J'ai la même barbe que ma mère. Donc, tu vois, c'est vraiment pas ouf. Et là, j'ai raté un trait de poil. On dirait, bah, c'est ridicule. C'est ridicule. Je prends vos messages quand même dans le chat avant d'enchaîner sur MK Ultra. Olivier Marstrez qui dit belle analyse, merci camarade. Mon Karim, salut, je suis Haute-Pierre qui dit Juan Branco condamné je crois à 9 mois sur une radiation du barreau, n'a pas pu défendre ses 3 ou 4 clients visés par l'affaire, dont Zoé Sagan et une personne handicapée à 80%. Antoine Job, tu vois comme ce microcosme n'a aucune morale, dignité ou considération de la vie du monde, il s'en tape et en joue pour les gueux. Ouais mais c'est pour ça, je veux dire, on le sait. On le sait, donc je trouve que l'affaire Brigitte Macron, plus ça prend de la place dans les médias mainstream, plus ça veut dire quelque chose. Et il faut qu'on soit prudent. Je pense franchement que ça ne sort pas pour rien. Donc, on ne peut pas critiquer le système qui a fabriqué Macron et tomber dans leur piège quand l'affaire Brigitte Macron est relayée sur les médias mainstream. Ça me semble incohérent. Voilà. Après, comme dit, c'est toujours que mon avis et chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas si c'est la bonne position. Mais je trouve qu'à un moment donné, c'est trop gros. Et là, ils nous sortent comme par hasard des réflexions sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, les propos de harcèlement et compagnie. Ah, merci, tu vois. C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. Donc bref.
affaire à suivre. En tout cas, j'espère véritablement qu'il n'y aura pas de condamnation. C'est déjà ça le plus important. Parce qu'ils sont encore capables de mettre des types à l'ombre à cause de ces conneries. Donc, on verra. Et Olivier Marstrez qui dit quel que soit le résultat, ils essaient de retourner l'opinion pour eux et ils se victimiseront pour que les gens disent les pauvres, on s'acharne sur lui. Je pense qu'il y a de ça. Je veux dire, enfin voilà, bon, je vais pas radoter, je vais pas radoter, ça me paraît énorme à force. Donc on verra. En tout cas, les copains, vous êtes très nombreux de partout. Merci les amis d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'émission sur TikTok. Voilà, vous êtes 75 déjà. Merci. Merci à vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner au compte Juste Milieu de partout, sur tous les réseaux, sur tous les médias. On a besoin de vous. On a besoin de votre force. Donc envoyez les cœurs, envoyez les likes. Abonnez-vous, voilà, si vous aimez bien, c'est l'esprit. Voilà, vous tapotez, voilà, comme Adrien Quatennens. Voilà, bon, elle est un peu rude, celle-là. Et ce qui est rude aussi, c'est le sujet qui arrive. Le sujet qui arrive, Stephen King, le grand Stephen King, l'unique Stéphane Roy, nous parle du projet MKUltra. C'est le sujet dont je voulais vous parler, sujet léger. C'est tout de suite, c'est maintenant. Sur Juste Milieu, les copains. Donc, pourquoi je vous parle de ça, de Stephen King et du projet MKUltra ? Vous le savez, j'aime le pâté et j'aime la littérature. Aujourd'hui, je ne parlerai pas pâté, donc je parlerai littérature. Voilà, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, si tu veux que je te dise, si t'as le QI d'Anne Hidalgo, c'est quand même pas de ma faute. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait penser à de drôles de choses. Bouquin qui a récemment été adapté en série. Donc ça tombe bien. On va parler de tout ça, on va parler culture et MKUltra avec quelques rappels très importants sur cette affaire MKUltra. Je trouve ça toujours intéressant de revenir sur l'un des complots les plus officiels de tous les temps. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, on y va tout de suite dans le vif du sujet. Pas de temps mort, no time for dead. Et si un roman de Stephen King cachait bien plus qu'un simple thriller. Thriller, ça veut dire ça te met la chair de poule. Et si vous êtes vegan, ça vous met la chair de tofu. Et ça, c'est plus rare. Ce livre s'appelle The Institute, l'Institut en français, qui ne serait pas qu'une fiction, mais une métaphore directe d'une des plus grosses théories du complot récentes. Des enfants kidnappés, des expériences secrètes, des pouvoirs psychiques récupérés par une mystérieuse agence, et au centre de tout ça, cette fameuse organisation, cette fameuse agence qui prétend protéger l'humanité. C'est l'histoire de ce livre de Stephen King. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, vous expliquer tout ça et vous expliquer pourquoi ça m'a fait penser au projet MKUltra. On prendra le temps d'en parler un petit peu avec quelques rappels importants sur le projet MKUltra, sur ce que vous savez et je suis sûr sur ce que vous ne savez pas, avec d'autres éléments MKUltra, parce que pour tout vous dire, c'est un sujet qui me passionne depuis quelques temps. J'ai pas mal bossé sur ça. Et c'est intéressant de se dire que tout n'est peut-être pas derrière nous. On va en parler tout à l'heure. Donc, ce livre, The Institute, qui est un roman de Stephen King qui est sorti en 2019, donc il n'y a pas si longtemps, qui a été traduit en France dans la foulée. Vous le savez, donc Stephen King, immense auteur américain, qui a écrit des bouquins parmi les plus connus du 21e siècle et de la fin du 20e siècle, en tout cas dans sa catégorie littéraire. Donc c'est Cujo, ça... on a Shining évidemment, il y en a des tonnes en vérité. Un que j'aime bien c'est attends, je confonds toujours, c'est le Dôme, c'est ça? Je confonds parce que tu as eu la série. Oui, c'est Dôme, les 2 tomes de Dôme, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon voilà, Stephen King, vous le connaissez, taulier parmi les tauliers, effectivement écrivain très prolifique, qui écrit beaucoup, qui sort quasiment un bouquin tous les ans ou presque, mais ce sont souvent de grands succès et ce sont souvent des bouquins très portés sur l'actualité. On se rappelle par exemple du livre qu'il avait écrit sur l'assassinat de Kennedy, où il évoquait là aussi une théorie du complot. Stephen King arrive à toujours avoir, en tout cas souvent, un ancrage dans le réel, avec des théories qui sont relayées, des théories parfois gênantes. Et c'est tout le sujet de The Institute dont je vous parle aujourd'hui. Donc la série est sortie en juillet 2025, elle a été mise en ligne sur la plateforme MGM+, Metro Goldwyn Mayer, tu sais c'est avec le lion, ouais. Ah, il est pas ouf le générique, mais je vais vous montrer la bande-annonce pour vous faire une petite idée de l'histoire et tout ça. Welcome to the Institute. Have we been kidnapped? We're not monsters.
Without our work, the world would cease to be. What exactly is our work? What is that place? Something here is not right. How do we get out of here? Sometimes you win by showing you're willing to fight. We're gonna bring this place down. Voilà, donc vous voyez à peu près l'idée. Tout ça servi par un casting plutôt sympatoche. Ben Barnes qu'on a vu dans la série Westworld. Pour ceux qui suivent, je vous parlerai de Westworld très bientôt parce que c'est ma série préférée. Et moi je suis pas très série, j'ai du mal à accrocher, je m'impatiente vite on va dire. Mais là franchement Westworld je me suis régalé. On en reparlera dans quelques jours. Donc, vous voyez l'idée de cette série. Je vous en fais un résumé express. Je vais essayer de ne pas vous spoiler pour pas vous divulgacher, comme disent nos amis québécois, pour vous garder le plaisir de lire le livre et ou voir la série. Mais il y a peut-être quelques éléments qui vont sortir. De toute façon, vous avez compris quand même l'idée. Je vous invite surtout à lire le livre. Je trouve qu'il est vraiment chouette. La série est sympatoche. Il y a quelques temps morts peut-être. Donc, c'est l'histoire d'un certain Luke Ellis, qui est un enfant surdoué, voire plus que ça, et qui va être kidnappé sous les yeux de ses parents. Il se réveille dans ce fameux institut, qui est un endroit assez curieux, où sont recueillis des enfants qui sont suspectés d'avoir des pouvoirs. Notamment télépathie et télékinésie. Donc, télépathie, lire dans l'esprit des gens, télékinésie, déplacer des objets. Voilà. Et kinésithérapeute, ça n'a rien à voir. Donc, on va suivre dans le roman, aussi bien dans le roman que dans la série, on va suivre cette histoire de Luke Ellis. Et on comprend vite qu'il va y avoir de véritables expérimentations, qui sont menées sur ces pauvres gosses, ces pauvres adolescents, en vérité. Ce sont des jeunes qui ont entre 10 et 17 ans. Donc il y a des gosses, mais il y a aussi des ados. Et on comprend que ces expérimentations servent des intérêts qui ne sont évidemment pas ceux des enfants, mais qui sont ceux d'une mystérieuse agence qui a tous les atours de la CIA. Donc j'essaie de pas vous donner trop de détails, comme ça vous gardez le plaisir de découvrir le film et ou la série, comme dit, c'est important. Donc au centre de cette histoire, on a des thèmes assez forts que vous avez déjà devinés, des enfants sacrifiés pour un bien supérieur, une manipulation institutionnelle, donc voire gouvernementale, la perte du libre arbitre, la métaphore sur les dérives politiques et technologiques modernes. On a vraiment toutes ces questions centrales dans l'histoire qui sont très intéressantes et comme souvent chez Stephen King, qui sont mises en exergue de manière très intéressante. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas posées comme ça pour faire un peu un télo, c'est que tout au long du roman se posent ces questions-là et avec des personnages qui ont une forte ambivalence, notamment je pense à la directrice de l'Institut, aussi bien dans le film que le livre, la série que le livre, pardon. Je pense à celle qui dirige l'Institut et qui, on sent que c'est un personnage qui fait le mal pour faire le bien. Donc on a vraiment une question quasi philosophique d'ailleurs. Donc, comme souvent chez Stephen King, on a ça et je trouve ça, j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime aussi beaucoup chez Stephen King. Donc, évidemment, et c'est là que la comparaison devient troublante, là encore, et comme souvent chez Stephen King, clairement, on a le sujet MKUltra qui est même pas en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il ne manquerait plus que Stephen King le nomme directement dans le roman. Ça transparaît dans l'histoire, ça transparaît dans les événements, ça transparaît dans tout, que ça se sent. En fait, ça se sent véritablement que Stephen King fait des références à ça. J'en mets clairement ma main à couper. Hein, vraiment, ça me semble assez clair. Pour la parenthèse, on me dit que dans le chat, apparemment, ça a remis le paramètre de les gens peuvent pas commenter. Attendez, bougez pas, je vois vos trucs dans le chat parce que c'était juste un clic à la con, je sais plus. Je vous le ferai après pour le chat. Peut-être que ça a remis le truc qu'il y a que les abonnés qui peuvent participer. Je vous le remettrai, je sais plus où c'est. Vous inquiétez pas, je le vois, je m'en occuperai. Bref, donc cette histoire de MKUltra. Et je vous l'ai dit, je ne veux pas trop vous parler en fait de l'Institut, aussi bien le livre que la série, parce qu'il y a un vrai plaisir franchement à découvrir cette histoire, donc je vous invite à le faire en premier lieu. Bien évidemment, je vous donnerai le lien pour la fiche récapitulative de tout ce que je vous dis à la fin de cette séquence, aussi bien pour découvrir l'univers du livre-série et le projet MKUltra, avec quelques infos qu'on ne lit pas forcément ailleurs sur ce projet. Fiche récap, vous le savez, c'est la nouvelle petite tradition, j'espère que ça vous plaît. Mais ce projet MKUltra, justement, parlons-en. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, c'est, je trouve, la théorie du complot
la plus officielle que nous ayons eue ces dernières années. C'est-à-dire que le projet MKUltra, on a tout le temps un fact-checker qui passe par là pour nous dire « gna gna gna, c'est des conneries », mais « gna gna gna, y a des preuves ». Gna gna gna, Bill Clinton lui-même avait fait une allocution à la fin des années 90 pour reconnaître la responsabilité du gouvernement américain dans le projet MKUltra. Donc si vous voulez, pour une théorie du complot que rien ne prouve, ça fait quand même beaucoup si l'ami Bill, entre deux fellations sous le bureau, nous parle d'MKUltra. D'ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes, je vous propose de découvrir la séquence. This report I received today is a monumental document in more ways than one. But it is a very, very important piece of America's history, and it will shape America's future in ways that... Toute sa séquence, alors je vous passe le discours en entier, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube, évidemment, si vous le souhaitez. C'était en 1995. Bill Clinton avait présenté les excuses de la nation américaine aux victimes de ce projet. Donc, parlons-en. Parlons-en du projet MKUltra, justement, pour refaire un peu le point. Peut-être que vous savez certaines choses là-dessus ou pas. Mais je trouve ça toujours intéressant de faire des rappels pour expliquer l'ampleur de quelque chose. Vraiment, je pense qu'il est très difficile de comprendre l'ampleur de ce fameux projet MKUltra qui déjà en lui-même faisait partie d'un ensemble de projets secrets menés par la CIA qui était plus large, qui était vraiment plus large. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, le nom de l'ensemble des projets. Parce qu'il y avait le projet Bluebird, il y avait le projet Artichoke, il y en avait plusieurs qui étaient intégrés dans quelque chose de plus large. Il faudrait que je vous retrouve le nom de l'ensemble de ces projets-là. Donc le projet MKUltra, dites-vous, c'est déjà une branche des projets secrets menés par la CIA. Donc je vous donne quelques éléments de contexte. Le projet MKUltra a été lancé en 1953, approuvé par le patron de la CIA de l'époque, un certain Allen Dulles. Donc si vous voulez, si le diable avait des concurrents, Allen Dulles serait en Ligue des Champions. Hein, vraiment, c'est une saloperie, on va pas se mentir. Donc ça a été approuvé le 13 avril 1953, très exactement, et placé sous la direction d'un certain Sidney Gottlieb. Je vous ferai une séquence entière sur Sidney Gottlieb. Alors pareil, dans la catégorie concurrent du diable, lui il est pas mal. L'ami Gottlieb, drôle de personnage. Je peux pas trop m'épancher sur lui parce que vraiment il y a des choses extraordinaires. Enfin, extraordinairement terrible. Je vous en reparlerai dans une émission prochaine. Le projet MKUltra a été arrêté au début des années 1970, quand, la légende raconte, la CIA s'est rendu compte que beaucoup de ces expérimentations avaient été menées dans le dos de la direction de la CIA. Évidemment. Pour rappel, les archives ont été quasiment détruites entièrement par Gottlieb lui-même, Sidney Gottlieb lui-même. Donc voilà, pour ça qu'à MKUltra, le peu que nous puissions savoir, j'y reviendrai dans quelques minutes, sachez que la majeure partie des archives ont été détruites par Gottlieb lui-même. Parce que peut-être il n'a pas fait exprès. Voilà, on va rester sur cette version. Peut-être c'était pour cacher des trucs. Non mais voilà, si j'étais complotiste, je vous dirais ça, mais je ne peux pas dire ça. Donc je ne le dis pas, de fait. Alors, quelle est l'idée de ce projet MKUltra ? L'objectif était finalement assez simple, travailler et mener des recherches autour des techniques de manipulation mentale. Ce sont des travaux d'ailleurs qui ne datent pas du projet MKUltra. Dès 1920, on retrouve, donc dans l'ancêtre de la CIA, qui était plutôt l'OSS, on retrouve déjà des travaux qui étaient menés autour de la question de la manipulation mentale. Comment on est arrivé à manipuler le cerveau des individus à des fins militaires, à des fins technologiques, à des fins de propagande. Comment on arrivait à manipuler le cerveau ? D'ailleurs, vous aviez le projet Bluebird, par exemple, qui date des années 30, où les services secrets américains travaillaient autour de l'intérêt du LSD comme arme chimique. Le LSD, donc cette fameuse drogue, qui est un dérivé de l'ergot de seigle. Donc on parlera de l'affaire de Pont-Saint-Esprit dans quelques minutes. Donc ceux qui ont entendu parler de cette affaire connaissent l'histoire de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle qui est une... Je crois que c'est enfin, pas l'emballage, mais le tour de la graine de seigle, si je dis pas de conneries, qui peut rendre complètement taré. Et vous avez une substance à l'intérieur qui a permis de synthétiser le LSD. Donc LSD qui est une drogue assez forte, enfin, selon le dosage, et qui peut vous mettre dans un état particulier de transe, qui peut vraiment mettre le fonctionnement de votre cerveau dans une autre dynamique. Vraiment, on est sur une autre ambiance.
Et dès les années 30, les services secrets américains se disaient qu'il y avait un intérêt à cette drogue et qu'en fonction de certains dosages, on pouvait parvenir à manipuler le cerveau des gens. Pour la petite anecdote, c'est le laboratoire suisse Sandoz qui a inventé, c'est un laborantin de ce laboratoire suisse qui a inventé le LSD. Et la CIA avait voulu à un moment donné mettre la main sur ce laboratoire pour monopoliser la production de LSD. Pour la petite anecdote, c'était même avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà des premiers contacts. Je sais plus où j'ai lu ça. Si c'est sur un bouquin dont il faut que je vous parle dans quelques temps sur la drogue et le Troisième Reich. Encore un sujet sympa. Je vous en reparlerai dans quelques jours. J'ai plein de trucs à vous dire en ce moment. J'ai plein de sujets sympas à vous partager. Mais on continue sur MK Ultra. On avance un petit peu dans le temps. Donc ça, c'était le projet Bluebird. On avance un petit peu dans le temps. Voilà, c'est un champignon, l'ergot de seigle. Excuse-moi, je sentais que je disais une connerie. On me corrige dans le chat. Effectivement, c'est une maladie qui touche le seigle. C'est ça. Les plantations de seigle. Excusez-moi. Et c'est un champignon dans lequel on a synthétisé la substance. Merci. Donc on avance un petit peu, la Seconde Guerre mondiale se passe, plus que jamais la question de la manipulation mentale était au premier plan, parce que les nazis travaillaient dessus, les soviétiques travaillaient dessus, les japonais travaillaient dessus avec la terrible unité 753 par exemple, et durant la guerre de Corée, ce qui a directement déclenché le lancement du projet MK Ultra par la CIA, enfin par certains membres de la CIA qui ont fait ça dans le dos. Pendant la guerre de Corée, il y a eu cet événement assez fou où des pilotes de l'aviation américaine, de l'US Air Force, ont été capturés par les militaires coréens et ont été retournés. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable lavage de cerveau où l'état-major américain s'est rendu compte que les soldats, les bons aviateurs américains comme on les imagine, God Save America, étaient God Save, pas Save America. Ils avaient véritablement été retournés, et à partir de là, les Américains commencent à se dire qu'ils sont en train de perdre la bataille du lavage de cerveau, la bataille de la manipulation des cerveaux, et c'est de là vraiment que va être lancé, c'est cet événement qui va déclencher le lancement de l'opération MK Ultra. Donc l'objectif était clair, créer des techniques de manipulation mentale pour interroger ou briser la volonté humaine. Alors à partir de là, c'était roue libre. Je vous le dis honnêtement, sur l'affaire MK Ultra, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 ans sur le projet MK Ultra. Ils ont essayé énormément de choses. On parle souvent du LSD, on parle souvent des drogues, mais il y avait aussi l'hypnose, la privatisation sensorielle, les électrochocs, l'isolement, et tout ça, parfois sans consentement. D'ailleurs, la plupart du temps, sans consentement. La facette la plus horrible du projet MK Ultra, c'est que déjà, de se dire que les services secrets américains ont testé tout ça sur des citoyens américains. Déjà, tu te dis, pas cool les mecs. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que en fait, le projet MK Ultra s'est mis en place. Donc, tout ça a été piloté par le fameux Sidney Gottlieb dont je vous parlais. Et tout ça a été mis en place de manière, secrète, mais jusqu'au bout, jusqu'aux expérimentations. Pour vous donner un ordre d'idée, quelques mois avant la fin du projet MK Ultra, Sidney Gottlieb avait eu l'idée. Et c'était du côté de Boston ou Chicago, si je dis pas de conneries. C'est dans une grande ville américaine. Sidney Gottlieb avait eu l'idée de fabriquer des fausses maisons closes, où en fait dans les chambres, où malheureusement il y avait des prostituées, et bon après je vous raconte pas la suite, Sidney Gottlieb avait l'idée de mettre des vitres sans teint pour observer en fait la réaction des gens qu'ils soumettaient à des micro-dosages de LSD. Mais qui mettaient n'importe où, dans les boissons, dans la bouffe, toute la maison close, tout le fonctionnement de la maison close avec les boissons, la nourriture et compagnie, tout était fait pour que les gens prennent du LSD et de là ils observaient les conséquences. Et tout ça, évidemment, sans le consentement des gens. On me dit effectivement dans le chat, merci à Antoine Job qui précise, c'est Albert Hoffman qui a inventé le LSD. Voilà, j'ai oublié le nom, on peut lui rendre hommage. Évidemment, ça nous a offert de magnifiques albums des Beatles et de superbes soirées chemsex de Pierre Palmade. Donc, pour vous dire, en fait, le projet MK Ultra, ce qu'on dit moins souvent, c'est ça. La réalité du projet MK Ultra, c'était ça. C'est que c'était mené de manière clandestine. Et il y avait de véritables cobayes que l'on soumettait aux tentatives de manipulation mentale, aux expérimentations, sans consentement, sur des citoyens américains il y a 70 ans. Donc je ne vous parle pas d'un truc il y a 300 ans. C'était il y a vraiment pas longtemps. Et on a soumis à des expérimentations d'une cruauté incroyable, véritablement incroyable. Tout ça pour briser
le cerveau et la psychologie des gens. Et évidemment, ça ne s'est pas arrêté aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, au Canada, il y a eu une université, enfin il y a eu un institut qui a été fondé par la CIA spécifiquement pour les expérimentations MKUltra. Parce que ce fonctionnement clandestin, enfin si vous voulez, il y avait deux branches. Il y avait une part de fonctionnement clandestin qui se faisait dans des maisons closes, dans des endroits peu fréquentables, on va dire, et il y avait une part supposément officielle. C'est-à-dire que vous aviez des hôpitaux, des universités, des hôpitaux universitaires, qui étaient complices de la CIA, et ils faisaient des expérimentations à des malades qui venaient pour complètement autre chose dans les hôpitaux. C'était le cas, par exemple, dans l'hôpital à l'université de Boston, par exemple, et dans plusieurs hôpitaux à travers le pays. Donc vous aviez des gens qui étaient malades, qui venaient pour des trucs qui n'avaient rien à voir, et qui étaient soumis à des expérimentations MKUltra. Au Canada, vous avez l'Institut Allan Memorial de Montréal, qui était financé par la Fondation Rockefeller et John Wilson McConnell. Pour la petite info, alors Fondation Rockefeller, vous connaissez l'histoire. John Wilson McConnell, il est un peu moins connu, c'est le propriétaire du Montréal Star, l'un des plus grands journaux canadiens. Voilà. Hein, bon, bah voilà, ça arrive. La Fondation Rockefeller, on retrouve du pognon derrière ça. Tout comme on retrouvait du pognon d'ailleurs de la Fondation Rockefeller derrière les agissements de cette saloperie de, comment il s'appelle, le pédocriminel là, qui avait fait des études sur les gamins. Bon, ça m'échappe, j'ai pas la mémoire là-dessus. Si vous suivez la chaîne, j'avais fait une vidéo sur cette merde. Bref, la Fondation Rockefeller, bon, ils mettent du pognon, ils en ont plein, donc ils donnent, hein, voilà. Puis parfois c'est pour des trucs pas cool, ça arrive. Donc au Canada, vous avez un institut qui a été clairement financé pour ça, pour mener ces expérimentations. Voilà, Alfred Kinsey, merci à mon Hervéro. Comment j'ai pu oublier ça? Alfred Kinsey, absolument. Je vous renvoie vers une vidéo sur la chaîne qu'on a faite il y a quelques mois maintenant. Donc, au Canada, il y a un institut qui a été mené pour la même chose, faire des expérimentations clandestines, et la plupart du temps sans consentement des individus. Encore plus fou, et ce qui est un petit peu moins connu concernant MKUltra et comment les Américains ont mené ces expérimentations, même en dehors des frontières américaines, vous avez le cas en Allemagne. Un certain Kurt Blom, ancien directeur du programme de guerre biologique nazi, qui a été réhabilité par les Américains au lendemain des procès de Nuremberg. Donc, vous vous en rappelez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite parenthèse, on parle souvent de l'opération Paperclip, c'est-à-dire vous avez plus de 2000 scientifiques, chercheurs et techniciens nazis qui ont été exfiltrés aux États-Unis, dont certains ont fini à de très hauts niveaux. Vous avez l'un des patrons de la NASA dans les années 50 qui était un ancien nazi, par exemple, monsieur Werner von Braun. Vous en avez un paquet comme ça, un paquet qu'on a retrouvé à des postes très élevés dans des grandes agences américaines, agences publiques la plupart du temps. Ça, c'est l'opération Paperclip. Mais il faut la remettre dans un contexte très important, qui est celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où en vérité, toutes les forces alliées cherchaient à mettre le grappin sur les chercheurs et sur les cerveaux nazis, plus largement. La France a fait ça, avec validation du général de Gaulle. Le père du moteur que l'on retrouve dans les avions de chasse Mistral, les avions de chasse français, l'inventeur de ce moteur-là est un ancien nazi. Les soviétiques ont fait la même chose. Il y avait une véritable guerre pour récupérer les cerveaux. Et c'est pour ça que je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il faut se remettre dans un contexte militaire et un contexte de pragmatisme militaire. Bien sûr que moralement, donner une sorte de seconde chance à des nazis, ça peut sembler scandaleux. Sauf que si le cerveau nazi ne vient pas chez vous, il va aller ailleurs, dans un autre pays, qui lui ne se gênera pas. Donc, l'opération Paperclip, bien sûr qu'elle est choquante, je ne vous dis pas le contraire, mais il faut le remettre dans un contexte où tout le monde faisait ça. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Les Associés du Diable ou quelque chose comme ça. Attendez, il faut que je vous retrouve la référence. Je crois que c'est encore Éric Branca, qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a évoqué ça. Non, c'est Michel Tedoldi. Michel Tedoldi qui a écrit un bouquin, voilà, Un pacte avec le diable. Je vous donne la référence si vous voulez creuser cette question. Je vous en parlerai un de ces quatre de ce bouquin. Je vous ferai une fiche récap bouquin bientôt. Voilà, ce livre-là nous parle de ça. Nous parle de ça, Un pacte avec le diable, qui parle de ces scientifiques nazis qui ont été récupérés par les Français à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je vous en parlerai bientôt, vous inquiétez pas. Donc, tout ça pour dire que l'opération Paperclip se fait dans un contexte où tout le monde fait ça, si j'ose dire.
Donc ce fut le cas, pour revenir à notre sujet MKUltra, ce fut le cas de ce fameux Kurt Blom, je vais essayer de vous montrer la photo. Je crois qu'il y en a... Oui voilà, regardez, en plus une bonne tête qui fait pas du tout peur. Notre ami Kurt Blom, c'est celui-là. Et Kurt Blom, si vous ne le saviez pas, je vous donne l'info, les Américains lui ont demandé quoi? Kurt Blom, ils lui ont demandé tout simplement de mener ce genre d'expérimentation sur le sol allemand et de faire cela durant des interrogatoires qui étaient menés. Et Kurt Blom utilisait différentes substances comme la métrazole, Seconal, la dexédrine. Alors, je vais être très clair avec vous, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Je ne veux pas non plus faire le malin. Autant il y a des trucs que je sais, autant il y a des trucs que je ne sais pas. Donc, autrement dit, démerdez-vous. Voilà, pour savoir ce que c'est, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est que quand un nazi vous fout ça dans les veines, à mon avis, c'est pas bon signe. Donc, on a une autre histoire. Il y a une grosse suspicion pour dire à quel point les Américains ont mené ou ont pu peut-être mener ces expérimentations hors de leurs frontières. Vous avez cette histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Alors, sur ce point-là, autant tout le reste de ce que je vous dis, je l'ai travaillé et je l'ai sourcé avec différents ouvrages notamment qui parlent du projet MKUltra. Donc tout ce que je vous dis est sourcé, je peux avancer les sources à n'importe qui si nécessaire. Autant l'affaire de Pont-Saint-Esprit demeure un mystère, parce qu'on ne peut pas affirmer que cette histoire soit en lien direct avec le projet MKUltra. Il y a de lourds soupçons, mais rien ne permet de le confirmer. Je vous montre, c'est Brut qui a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur cette affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. La vidéo de Brut date du 15 août 2018 et ça nous ramène en 1951, extrait. Dans ma réaction par les fenêtres, ils se sont tués et on était fada. Voilà, donc bon, la vidéo de Brut n'est pas forcément très dynamique, mais en gros l'histoire, donc c'est le village de Pont-Saint-Esprit, qui est dans le Gard. J'ai grandi là-bas, donc je suis allé jouer au handball, c'était des pompes à vélo. Pont-Saint-Esprit, qui est dans le Gard, nord du Gard. En 1951, vous avez un beau jour, enfin une bonne nuit en l'occurrence, une belle nuit. Des gens qui se réveillent, des dizaines de personnes qui se réveillent et qui pètent un câble. Très clairement, qui passent pour des fadas, qui font des trucs de fous. Tout le monde se dit merde, ils deviennent tarés. Forcément, il y a beaucoup de croyances, notamment religieuses, encore à ce moment-là. Et tout le monde se dit merde, il y a un problème, tout voilà. L'histoire était un petit peu enterrée. La version officielle aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu justement la maladie de l'ergot de seigle et que du pain avait été vendu par un boulanger du bled, avait été vendu à plein de gens, et sauf que ce pain, il y avait du seigle dedans, et donc c'est ça qui a fait que les gens devenaient tarés. Alors, il y a eu plusieurs versions contradictoires. Il y a des experts qui estiment que c'est impossible et qu'une quantité dans du pain ne peut pas rendre taré, comme les effets du coup du LSD synthétisé, enfin de l'ergot de seigle, de la substance qu'il y a dans le LSD, de la substance qu'il y a dans l'ergot de seigle pour faire du LSD. Bref, il y a une version officielle qui est contredite, mais il n'y a pas de preuve pure et parfaite. En tout cas, il y a une autre version non officielle qui estime que c'était tout simplement un test de la CIA qui avait plutôt opté pour, je crois que c'était le déversement de LSD dans le point d'eau du village, une contamination par l'eau ou par l'air, pour tester justement la capacité à répandre du LSD sur les individus, et qu'il y aurait eu un accident qui a fait que en fait, tout le monde a été touché. Sauf erreur, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même un peu des gars, des types qui étaient tarés. Donc, il y a encore plein d'autres histoires. Je pourrais vous parler de ça vraiment pendant des heures, parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, qui est en lien avec beaucoup de choses. Donc je vous donne les exemples un peu les plus forts. D'ailleurs, ça nous met aux prises avec pas mal de sujets, les liens, cette fameuse opération Paperclip, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la capacité des Américains à mener des opérations du genre en dehors de leurs frontières, et surtout la capacité des Américains à considérer comme des cobayes leurs propres citoyens pour des expérimentations secrètes. Bref. Donc, pour revenir au cœur du sujet, toute cette opération MKUltra se
c'est fait dans un contexte qui est celui que vous connaissez, qui est celui de la guerre froide, où évidemment les Américains suspectaient les Russes d'avoir un coup d'avance sur la manipulation mentale, sur la capacité à faire du lavage de cerveau, comme on dit. Et donc MKUltra avait beaucoup d'intérêt pour le pouvoir américain. C'est pour ça que, je vous le disais tout à l'heure, quand la réaction officielle a été de dire l'état-major de la CIA s'est rendu compte que l'opération MKUltra avait été menée dans le dos de cet état-major et qu'il ne savait pas vraiment ce qui était fait, voilà, on peine à y croire. Au total, hein, je vous en parlais tout à l'heure, au total, ce sont plus de 84 institutions qui étaient concernées par les expérimentations clandestines MKUltra. Quand je parle d'institutions, je parle d'universités, d'hôpitaux, de prisons, parce qu'évidemment, on faisait aussi ça sur des prisonniers, hein, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'horreur, je pense qu'on a déjà des contours plutôt sympatoches. Et donc, en 1973, les premières révélations ont eu lieu par voie de presse dans les médias américains. La CIA, par la main de Sidney Gottlieb, ont détruit la majeure partie des archives. Et il y a eu une enquête qui fait vraiment... qui est le point de départ des révélations autour d'MKUltra. Pour la petite anecdote, je vous en parle de cette enquête, celle-ci. Je vous ai retrouvé l'archive du New York Times. Cette enquête qui a été réalisée le 22 décembre 1974, en tout cas publiée, par un certain Seymour Hersh. Rappelez-vous, Seymour Hersh, c'est le même monsieur qui avait révélé les dessous de l'explosion du gazoduc Nord Stream 2, en disant que c'était un coup monté par le pouvoir américain en lien avec d'autres pays européens, et que, évidemment, la Russie n'avait rien à voir là-dedans. Donc Seymour Hersh, si vous voulez, quand dans nos médias récents on nous a expliqué que c'était une trompette, le mec a ce genre de révélation derrière lui. Et il a également l'histoire de cette prison en Afghanistan ou en Irak, c'est également lui qui a révélé ça. Excusez-moi, j'ai ma mémoire qui est un peu défaillante ce soir. À Abu Ghraib, voilà, la révélation d'Abu Ghraib, c'est également Seymour Hersh. Donc si vous voulez, comme on dit, c'est pas Julien Pain le mec. Hein. Donc voilà Seymour Hersh, cette enquête qui fait foi, que je vous invite vraiment à découvrir, où en 1974, on révèle tout. Donc vraiment, le lien, je vous le donnerai à la fin de la vidéo, vous avez tout là-dessus, vous pouvez le traduire en français avec Google. C'est la première enquête qui a parlé d'MKUltra, pour vous dire ce qu'on disait déjà en 1974. Et aujourd'hui, on te dit non, mais en fait, c'est du complotisme. Ce à quoi on a envie de répondre, lol, laughing out loud. Donc, on arrive à l'analyse et la conclusion de cette séquence. Parce que, je vous l'ai dit, je suis passionné par ce sujet, et je trouve que c'est l'un des exemples les plus terribles de ce que les services secrets américains ont pu faire sur leur propre population, et sans nul doute peuvent faire. Alors, la conclusion de cette partie, et ce qui me semble important à vous dire, c'est que, déjà, soyons prudents. Pourquoi je fais le lien entre The Institute et la CIA? Je ne suis pas en train de vous dire que ce que raconte Stephen King dans ce livre est vrai. Je vous dis juste qu'il y a des références appuyées, des clins d'œil, avec cette histoire qui est très proche. Même si MKUltra travaillait surtout sur la manipulation mentale, et que l'Institut de Stephen King s'intéresse aux histoires de télékinésie, télépathie, on a vraiment Stephen King, et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que dans certains romans de Stephen King, là encore pas tous, il arrive à mettre au premier plan des sujets et des théories, parfois ouvertement complotistes. Mais il donne accès à ses lecteurs, il ouvre une porte, on va dire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour m'engouffrer dans la porte et vous parler de ça et faire le lien avec tout ça. Donc, très clairement, le projet MKUltra, pour revenir dans la vraie vie, le projet MKUltra, je vous le disais, est la démonstration de ce que certains pouvoirs occidentaux peuvent faire de pire. Et peut-être que ce sera jugé ouvertement complotiste, ce que je vous dis là, à la limite, j'assume. Si on faisait ça dans les années 70, je peine à croire qu'on ait retrouvé de la morale aujourd'hui. Hein, j'ai un peu de doute. J'ai un petit peu de doute. On faisait ça il y a 50 ans. Alors imaginons aujourd'hui ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, la circulation des datas et tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de garder en tête ces affaires d'MKUltra, de faire un peu de trier le bon grain de livret, si j'ose dire. Parfois, il y a aussi des conneries qui circulent sur ce truc-là, mais en vrai, quand on regarde ce qui est avéré, ce qui est sourcé, ce qui est vérifié concernant le projet MKUltra, il n'y a pas besoin de se fatiguer à chercher des théories complotistes supplémentaires. Hein, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas trop mal. C'est pour ça que c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et donc, ce qui me plaît, en plus sur le projet MKUltra, c'est que, et pour finir là-dessus, Stephen King n'est pas le seul dans le monde culturel à avoir fait des références au projet MKUltra. Il y a beaucoup d'autres références. Vous avez par exemple la saga La mémoire dans la peau, avec Jason Bourne.
Voilà, qui est le surnom américain de Brigitte Macron. Elle, c'est Jason Bourne. Oh, elle est facile. On évoque ça, par exemple, dans cette trilogie qui a été très vue au Cinoche. Vous avez la série Stranger Things, plus récemment, que j'ai adoré, pour le coup, qui est vraiment chouette, qui nous met dans une ambiance un peu à l'ancienne, l'année 70-80. C'est plutôt sympa. Alors, pour le coup, il y a des histoires de monstres qui vont un petit peu plus loin, mais là encore, il y a des références très appuyées sur des tests qui sont menés sur le personnage de Eleven, voilà, pour ceux qui l'ont vu, ou 11 pour ceux qui ont arrêté l'anglais en CE2. J'ai plutôt bien aimé cette série. Là encore, il y a des références très appuyées. En littérature française, vous avez eu récemment le syndrome E de Franck Thiès. Je sais pas si, qui est plutôt bien. Moi, j'aime plutôt bien cet auteur, un des gros vendeurs français de thrillers, Franck Thiès, que j'aime plutôt bien. Et dans le syndrome E, il parle très clairement de MK Ultra. Pareil avec Marc Duguin dans son roman Ils vont tuer Robert Kennedy. Pour ceux qui l'ont lu. Il y a quelques petites refs là-dessus. Et donc, véritablement, c'est un sujet qui revient. Donc, avec tout ce que je vous dis là, et je vous donne, voilà, vous savez que j'aime bien faire ça en ce moment, c'est chouette pour crédibiliser aussi le travail de Juste Milieu et vous donner la capacité de, enfin, vous donner moyen de garder tout ce que je vous dis sur un truc concret que vous pouvez imprimer. Je vous donne le lien dans le chat Twitch et en description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Je vous donne le lien pour notre fiche récap de la vidéo. Tout ce que je viens de vous dire, on l'a compacté dans une petite fiche. Vous pouvez l'imprimer, faire des classeurs, parce que avec toutes les chaînes YouTube, toutes les vidéos que vous voyez, c'est pas forcément facile de tout retenir. On vous a fait le boulot. Au moins les trucs importants, boum, vous les avez, vous le téléchargez, c'est gratis. C'est pour la maison. Vous me paierez une bière la prochaine fois qu'on se voit, ça ira très bien. Et voilà, au moins vous avez la petite fiche récap avec tout ce que je vous dis, à la fois sur l'Institut de Stephen King et sur ce que je vous ai dit sur le MK Ultra. Donc, voilà, les sujets que j'aime beaucoup, les amis, je voulais vous parler de ça parce que ça me permet de parler de littérature et ça permet aussi de comprendre parfois la force des œuvres de fiction qui ne sont pas que des œuvres de fiction. Et c'est en cela aussi qu'il est chouette parfois de voir des films, de lire des livres, de regarder des séries ou même d'écouter de la musique. C'est que ça nous ouvre des portes sur des sujets qui ne sont pas tout le temps fictionnels. Et c'est la force de Stephen King dans beaucoup de ses livres. Et encore plus, j'ai trouvé dans l'Institut. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal là-dessus. Les copains, j'espère que ça vous a plu, cette petite séquence. Dites-moi un petit peu dans le chat. Encore 2 petites minutes. Et puis après, je vais filer parce que milieu, je vais me faire passer un savon. Voilà, lui aussi, il se tire. Tout le monde se casse. Voilà. Super, allez. Les caméras sont allumées. Mon Karim, c'est HO de Pierre qui dit comment recevoir les anciennes fiches. Alors, faut remonter les vidéos, mon Karim. Remonter les vidéos, on met ça. Un jour, je vous ferai un petit best-of, je les mettrai toutes d'un coup. Mais là, on en a que 4-5, donc j'en laisse passer encore quelques-unes. Et on fera ça. On fera ça, mais là, il faut que tu remontes les précédentes. Mon Hervéro qui dit tu peux passer la bande-annonce de la série Caméléon dans les années 90. C'est vrai qu'il y a ça aussi. J'aurais pu en parler. Attends, faut voir si je trouve quelque chose. Le Caméléon, c'est vrai que ça passait sur M6, c'était la trilogie du... Attends, c'est quoi? On parle, c'est une série, on est d'accord, j'ai pas rêvé. Hein. Attends. Cela, j'ai le générique du Caméléon, mais comme c'est une série, j'ai pas la bande-annonce. Ah, attends, si, tiens, j'ai une bande-annonce du Caméléon. Attends, bouge pas, mon Hervéro, ça charge. YouTube est capricieux. Oh, bah, super. Tiens, regardez, le Caméléon, ça a une autre œuvre culturelle qui en parle. Jarod a une intelligence supranormale. Il peut devenir n'importe qui quand il le veut. On m'a dit que vous étiez brillamment illustré hier. Un plongeon pareil, il fallait le faire. J'ai fait une découverte. Il y a une petite anomalie génétique dans mon sang. Mais de quoi est-ce que tu parles? Qui suis-je exactement? Il veut tout risquer pour connaître son identité, pour connaître sa vie. Je ne sais pas encore ce que votre cher cobaye a dans la tête. Pourquoi t'es-tu enfui? C'est à cause des mensonges. Je peux être médecin, je peux être ingénieur, je peux être astronaute ou Dieu sait quoi. Vous avez volé ma vie. Le Caméléon, lundi à 17h. Ah, tu vois, je l'avais pas vu cette série. Je connaissais de nom, mais je l'avais pas vu. Donc ouais, comme quoi il y a beaucoup de références culturelles là-dessus. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu les copains. Vous savez, en ce moment, j'ai envie d'ouvrir vers plein de sujets, vous parler plein de trucs, ça me fait plaisir. Il y a Stratus 13 qui dit sujet ultra intéressant. Eh ben merci. Voilà, c'est MK ultra intéressant. Après, je suis humoriste, c'est un métier. Hein. D'ailleurs, je suis en tournée. Voilà, plan de campagne le 7 novembre. J'en profite, il y a une fenêtre, j'y vais. Paris, 20 novembre. Genève, 13 décembre. On va se fondre la gueule. Il n'y a pas de vanne sur MK Ultra, je vous dis. Hein. C'est que du prout hein, pendant 1h30. Hein. Donc, on y va. D'ailleurs, Paris, j'insiste, tardez pas parce que ça part vite à Paris. Ils sont énervés, les gens. Une salle de 300 places, ça va être une ambiance de taré. Il reste même plus de 70 tickets. C'est dans un mois. Les gens sont fous. Plan de campagne, c'est pareil. C'est n'importe quoi, plan de campagne. On est vers Marseille. Oh, pêcheur. Oh, dis donc. Eh oh. La tapenade ou quoi?
Ouais, je vais pas me foutre de l'accent des Marseillais parce que sinon je vais me faire taper. Donc voilà, et Claquin, ce qui dit merci, c'était top. Merci à vous les amis. Je vais raccrocher les crampons pour ce soir. Los Copinos, parce qu'on a fait une belle émission déjà. Et puis demain c'est le coup double. Demain c'est mercredi, demain c'est plaisir, demain c'est le vrai de claquer. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Demain c'est farce tranquille, bim bam boum. Et Juste Bistrot. Demain, je vais encore vous parler d'un bouquin. Je vous le disais tout à l'heure, un Goncourt, et ça fait plaisir parce que parfois les Goncourt, on va pas se mentir, ça casse les couilles. Lui, il est génial. Donc je vais vous en parler. Demain, on va parler d'un bouquin qui magnifique. On revient à mes premières amours de la littérature. On va avoir une séquence rigolade avec un truc de Libération. Et on verra. J'ai ça pour l'instant, on verra. Il y aura d'autres choses. Et petit scoop, parce qu'on est entre nous. Voilà, mais ça reste là, ça sort pas. Demain, j'enregistre un interview et je suis très fier parce que c'est un mec que j'admire et que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je le suis. C'est la première fois que je le reçois sur Juste Milieu avec Le Précepteur. La chaîne de philosophie que vous connaissez peut-être, une chaîne qui a 1 million d'abonnés, un peu plus même, qui est un type que je regarde depuis des années. On est entré en contact, il est formidable. Charles, on l'embrasse. Et j'enregistre demain, ça sortira la semaine prochaine. Petit scoop, c'est un tout nouveau sur Juste Milieu. Je suis vraiment honoré de le recevoir et on vous a préparé un truc aux petits oignons, vraiment de la philo pour comprendre l'actu. Al dente. Voilà les amis. Oh, cette dégaine. Oh, il est incroyable. Regardez. Esteban Ocon. Oh, il va courir. Oh, beau gosse. Oh, c'est Joule. Putain, incroyable. Donc voilà, Le Précepteur, ce sera sur Juste Milieu la semaine prochaine. Les copains, je vous embrasse pour ce soir. Merci d'avoir été là, les amis. Vous êtes près de 1700 au total, c'est magnifique. Vous régalez. On se retrouve demain plein badin. Avant de quitter l'émission, vous vous abonnez, vous mettez les cœurs, vous m'envoyez des dons. Je vous envoie mon RIB, il faut que je me fasse refaire les nibards. Donc on y va plein badin. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les copains. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Régalez-vous. Demain, plein badin. Vive la rigolade. Vive la France. À demain.